Bonjour Bruno Bonnell. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député du Rhône. Est-ce que vous allez participer au débat national? Non seulement je vais y participer, mais j'ai même lancé 4 débats. Déjà? Oui, le premier va pourtant être... ça commence la semaine prochaine. Non, mais lancé, je veux dire, j'ai pris les positions. Il faut des salles, il faut convoquer les gens. 29 janvier, 2 en février, 1 en mars, sur les 4 thèmes et les 4 piliers choisis. Comment ça va se passer? Écoutez, je ne sais pas. Ça va être une grande discussion, on va jeter dans l'arène des sujets et tout le monde va lever la main et essayer de débattre. En fait, on parle du grand débat. Moi, j'aime mieux parler de la myriade de débats au pluriel qu'il va y avoir. Et chacun va un petit peu y mettre sa sauce. Quand un maire va le faire, il ne va pas être la même chose quand ça va être un citoyen ordinaire. Quand l'opposition va l'organiser, ça ne sera certainement pas la même chose que la majorité. L'important, c'est que tous ces petits ruisseaux fassent une grande rivière et qu'on arrive à une synthèse. Si quelqu'un dans la salle, lors d'un de ces débats que vous allez animer, si quelqu'un dit il faut rétablir l'ISF, vous répondez quoi? Certainement pas. Ma position est très claire là-dessus. Je pense que, encore une fois, on revient à des anciennes méthodes, on revient à des totems. Alors l'ISF est un totem, l'augmentation du SMIC en autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus de justice sociale. Surtout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à comment les gens qui ont réussi, qui ont plus de fortune, participent à l'action démocratique, mais arrêtons d'agiter les fantômes du passé. L'ISF est derrière nous et doit le rester. Et pourtant, dans la salle, si vous répondez ça, quelques-uns diront oui, mais les riches, oui, mais... Ah mais évidemment, et je pense que c'est tout le problème. Le problème, c'est que nous sommes tous partie de la solution. À force de vouloir segmenter et de pointer du doigt au nom de la liberté, l'égalité, la fraternité, j'ajouterais bien la responsabilité, c'est-à-dire est-ce que chacun d'entre nous n'a pas sa pierre à apporter et arrêter dans des positions butées. Ceci dit, je m'attends aussi à ce que ces débats soient des exutoires et il y aura bien d'autres questions. Comme ça, ouais. Certainement, il y aura une Et par exemple sur la taxe d'habitation, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé au sommet de l'État? Très sincèrement... On continue avec la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés, on supprime, puis finalement au débat... Écoutez, moi ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'il y a une confusion entre une phase 1 du débat où on met tout sur la table, on déballe comme dans une famille, et je te raconte ça, et je te raconte ça, il y a ça, et est-ce qu'on remet ça? Phase 1. Phase 2, les solutions. Est-ce que ce sont les bonnes solutions ou pas? Phase 3, les propositions. Et on a un petit peu tendance à mélanger ce qui est du domaine de la discussion, de l'ouverture d'esprit, du domaine de la décision. Est-ce qu'il y a une chasse aux riches qui est repartie en France? Il y a certainement en tout cas une stigmatisation et sous un couvert de compassionnel. Qui est reparti? Oui, qui en tout cas certainement la phase qu'on vient de traverser, Gilets jaunes, et puis maintenant le débat national, ce sont des allumes-feu pour tout ça? Non, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce de... On cherche des coupables, on ne cherche plus des responsables, on cherche des coupables. La dynamique économique, elle était bien repartie fin 2017, début 2018. On lui casse un petit peu les pattes pour des raisons effectivement de stigmatisation. Je pense qu'au bout d'un moment, on se rendra compte que les uns ont besoin des autres et c'est ça le plus important. Est-ce qu'il faut supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés? En tout cas, c'est un engagement du président de la République. Il est à la fois bon pour le plan constitutionnel et le plan de l'égalité. Après, est-ce qu'il faut trouver d'autres méthodes pour que ces plus aisés contribuent d'une façon intelligente à la dynamique nationale? Réfléchissons ensemble. L'impôt sur le revenu? Peut-être la piste de l'impôt sur le revenu, peut-être la piste de contribution spéciale au développement économique, peut-être que justement leur faire comprendre que l'argent qui dort ne sert à rien et que quelque part ils s'en sont responsables. Encore une fois, liberté, égalité et responsabilité. Est-ce que sur des sujets difficiles comme ceux qu'on vient d'évoquer, mais aussi les retraites, mais aussi les sujets de société, je pense à toutes les lois sur la bioéthique, est-ce que sur des sujets comme ça, la démocratie directe, c'est-à-dire je prends la parole et j'exige que ce soit fait immédiatement selon mon sentiment, est-ce que c'est la bonne méthode? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait une distinction chez les Athéniens entre l'oclocratie, oclos c'est la foule, et la démocratie, et c'est le peuple. Et les institutions sont là pour essayer justement de mettre de l'ordre là-dedans et d'avoir des avis éclairés. Je pense que le côté vote par acclamation, qui est un référendum dont les questions seraient trop rapides, est une grave erreur et pousserait certainement à des remises en question permanentes de stabilité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour exclure des sujets qui sont au centre des préoccupations d'un certain nombre de gens? Je pense au mariage homosexuel, à la PMA, à la peine de mort, pourquoi pas, dans la lutte contre le terrorisme, par exemple. Ces sujets peuvent venir dans le débat. Qu'est-ce que vous direz si la salle sort ce genre de sujet? Moi, je suis de la génération qui a vu François Mitterrand dire contre, à l'époque, l'opinion publique, qu'il était contre la peine de mort. Ouais. Je me rappelle très bien de ce moment de télévision important. Bien là, il faut que les hommes politiques qui ont une vision éthique de la société la confirment et des engagements. Il n'est pas question de revenir sur les avancées sociales et sociétales que nous avons eues, qui, à mon avis, sont la preuve d'une démocratie mature. Maintenant, si
bien sûr que j'attends ces questions-là et nous les débattrons et on essaiera d'expliquer. Mais ça me rappellera un petit peu quand même les débats étudiants que j'avais dans les années 70 où on avait sur tout sujet égalité de la femme, libération et peine de mort. Et où on s'est chauffé facilement. Ben oui, et je pense qu'il faut... Est-ce que ce débat national va apaiser les choses? Non, en tout cas, j'espère qu'il va canaliser cette colère et en tout cas, elle aura lieu dans des enceintes où les gens se parleront plutôt que dans la rue où les gens se regardent. Et ça, je crois qu'il y aura une grande différence entre le débat et le combat et c'est l'heure du débat. Ça, ce sera la vie, j'allais dire, de la majorité et de l'ensemble du pouvoir face à l'opinion publique. En ce qui concerne le pouvoir lui-même, quelles sont les leçons à tirer de cette séquence incroyable sur les Gilets jaunes et de tous les couacs, les pataquès incroyables qui continuent d'ailleurs à se produire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut changer chez vous? Je pense que la leçon à tirer, enfin moi je n'ai pas de leçon à donner au pouvoir en général. Vous en faites partie, donc vous avez une analyse. Non mais je pense que mon analyse c'est qu'il faut surtout se méfier, le diable est dans les détails. Et qu'on a raison sur le fond, et je suis persuadé que l'année 2019 démontrera que les mesures que nous avons prises dès 2017 vont commencer à payer. Par contre, il faut aller au plus près des gens, au quotidien des gens, écouter les signaux faibles, et peut-être là, emporter par le désir de transformation, on a négligé un certain nombre de signaux faibles qu'il faut écouter, et donc il faut redescendre au plus près du terrain. C'est une demande pour la majorité elle-même. Pour les députés, il faut redescendre au plus près du terrain? En tout cas, la responsabilité du député, c'est d'expliquer les lois que nous avons conçues, de rappeler le plan de transformation, donc effectivement de redescendre. Et alors là, il va falloir gérer l'agenda. Oui, je pense que ça a manqué au sens où... Amateurisme? Pas du tout amateurisme. Ou en tout cas, irruption de petits nouveaux, si j'ose dire, dans la politique. Non-gestion des priorités. La priorité, c'était la transformation de la France. On a fait quand même un boulot spectaculaire. 70 textes de loi en 18 mois. Mais ça, tous les gouvernements le disent. Ah non, mais là, l'intérêt, c'est qu'il y a eu un programme présenté. La capacité à réformer un pays ne se mesure pas au nombre de lois que l'on prend. Enfin, en tout cas, vu tous les secteurs sur lesquels nous avons justement ébranlé et questionné et transformé, il y a eu un boulot qui est quand même respectable. Là-dessus, il va falloir maintenant l'expliquer, redescendre, ce qui va d'ailleurs être difficile parce qu'il faut continuer la réforme de façon déterminée. C'est un peu comme un Rubik's Cube. Si la face de la réforme de l'assurance chômage et celle de la retraite ne sont pas là, on n'aura pas terminé le Rubik's Cube. Continuer de façon déterminée ces réformes, dites-vous, est-ce qu'il faut les continuer au même rythme? La même détermination, je comprends, au même rythme. Est-ce qu'il ne faut pas repousser retraite et toutes ces réformes que vous avez évoquées? Non, je pense qu'il ne faut absolument pas freiner parce qu'on a peu de temps. C'est pourtant repoussé après l'été? Oui, mais enfin, en tout cas, c'est pas, ce qui n'est pas très loin par rapport par rapport aux besoins de dialogue. Au rythme des urgences de la France, c'est loin. Mais attendez, on en a plein d'autres entre-temps. Par exemple, le Premier ministre a évoqué l'idée qu'on allait glisser une loi anti-hooligan pour les manifestations qui nous paraît nécessaire par rapport aux violences que nous subissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail de concertation, ça va prendre un petit peu de temps. Le grand débat national se termine le 15 mars. Il est essentiel d'en tirer les leçons avant de pousser ces textes de loi et d'écouter justement les détails de la nation. Donc non, je pense que le rythme sur 2019 sera soutenu. Pour concrétiser ce qui peut sortir du grand débat national, il faut un référendum? Alors écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il faut peut-être du réglementaire, il faut peut-être du législatif, il faut peut-être du référendaire. Le référendum, la question est la question. Ça veut dire que ça dépend tout de ce qu'on va proposer à voter en référendum. Plusieurs questions. Oui, noyer un peu le poisson, et puis surtout si c'est des questions dont les Français ont déjà la réponse, faut-il moins de parlementaires, faut-il le vote blanc, etc. Non mais ce que vous venez de vous dire, on peut noyer le poisson en mélangeant les questions. Et le référendum, c'est un petit peu la sécurité absolue de la démocratie. C'est quand elle est en danger qu'on utilise le référendum, ou quand elle est en risque, ou quand il y a un choix fondamental. Je pense qu'il faut le garder un peu comme une arme de dissuasion démocratique, plus qu'autre chose. Nous avons des outils législatifs et nous avons des outils réglementaires qu'on peut utiliser avant. Vous êtes optimiste? Très optimiste, très optimiste. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle. C'est vous qui êtes très optimiste alors? Non, je pense qu'on est à la fin d'un cycle de transformation de la France. On est une espèce de chrysalide. Elle n'est pas belle, elle est difficile, c'est douloureux. On le voit bien dans le pays, il y a de la souffrance. Mais derrière ça, je pense que nous réussirons une fois de plus, comme l'a fait la France plusieurs fois, à nous transformer pour le meilleur. Merci Bruno Bonnell. Merci.